Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot le lundi soir sur Radio J. C'est un bonheur de vous retrouver. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et nous regarder sur la page YouTube de la radio. Nos chroniqueurs du soir sont prêts. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, avocat en droit social. Comment ça va Benjamin ? T'as un peu vieilli, hein, non ? 37 ans entre hier et aujourd'hui, donc effectivement. Voilà. Mais je le vis plutôt bien. Bon anniversaire Benjamin. Merci, bonsoir merci. Alexandre Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Comment vas-tu Benjamin ? Alexandre, Moi c'est toujours Alexandre. Deux personnes différentes. Ça va bien. Et on est très heureux d'accueillir ce soir à la table de Classico Chérif Guémour, journaliste Asso Foot et Eurosport. Bonsoir Chérif. Bonsoir Steve, bonsoir à tous et à merci toutes d'être avec nous. Classico épisode 21, c'est parti et on démarre avec l'Olympico. Une fois ces 25 minutes passées, on a rééquilibré un petit peu en demandant à nos deux excentrés de venir fermer un peu plus avec Bouba et Pape pour ne pas sortir de trop. Et puis Dim aussi a fait du travail défensif. Et puis là, on a retrouvé une équipe qui était capable de récupérer, de se projeter offensivement. Nasser Largué, encore entraîneur de l'Olympique de Marseille pour quelques jours. Match nul hier soir entre l'OM et l'Olympique lyonnais dans un classico assez décevant. Les Lyonnais ratent une occasion de refaire en partie leur retard sur Lille, qui a également été tenu en échec hier, on va en parler tout à l'heure. Lyon est désormais 3e avec 56 points, à 3 points du LOSC. L'OM est 7e avec 39 points, à 2 points de Metz 5e, mais avec un match en moins. Messieurs, est-ce que vous avez été comme moi un peu déçus par cette Olympico? Très. Benjamin? Très déçu par le match. Je trouve que le but lyonnais était magnifique. Il y a 10, 12 ou je sais plus combien, 17 passes sur le 11 passes, enfin peu importe, il y a un nombre de passes hyper intéressant sur le but. Mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a le penalty qui, on en parlera peut-être, mais qui vient peut-être un peu fausser le jeu, l'exclusion de Paqueta. Et donc après, 25 très bonnes minutes de Lyon qui a été assez dominant. Ouais, et puis derrière, une deuxième mi-temps complètement terne. Pas beaucoup de jeu, pas beaucoup d'idées côté marseillais. C'était insipide. On s'est vraiment ennuyé. On s'ennuyait, c'était dommage. Moi j'ai zappé sur la une après parce qu'il y avait une Independence Day 2 pour te dire. D'accord. Voilà, pour te dire. Non mais c'est dommage. Enfin, il y a un truc qui était quand même mieux à l'OM. Je trouve qu'il y avait plus de physique, plus d'engagement. Je trouve un petit peu. Voilà. Je trouvais que Payet était plus dans le coup. Voilà. Il y avait ça en plus de comment dire. Les joueurs étaient plus concernés. Il y avait plus d'envie du côté de Marseille. Voilà, on est un peu d'accord là-dessus. Et puis bon, il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est Milic. Même s'il marque sur penalty, il marque. C'est ce qu'on demande à un avant-centre. C'est son deuxième but avec l'OM depuis son arrivée. Troisième. Ah non, c'est deuxième. Deux buts en 2 matchs. Il a fait 2 matchs, il marque 2 fois. Ouais. Donc même si sur penalty, puis je trouve qu'il bouge bien, il circule bien même au niveau de la surface. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un attaquant à Marseille qui regarde le ballon. Je pense que c'est son troisième match. Deuxième but et troisième match. En tout cas, il regarde le ballon. Ça fait du bien de voir un attaquant qui regarde le ballon à l'OM, qui se place un peu comme les attaquants du PSG, qui se place en fonction de la balle. Non mais c'est vrai, comme on lui donne. C'est un grand attaquant. Moi, je trouve que c'est les points positifs de ce match. Guémour, est-ce que toi aussi tu as été assez, tu as apprécié notamment la densité athlétique du milieu de terrain marseillais, Pape Gueye et Boubacar Kamara? Oui, bien sûr. Non, mais ce qu'il y a de bien, la seule bonne nouvelle pour les supporters marseillais, c'est que les joueurs, ils n'ont pas abdiqué, ils sont encore là. Il reste un peu d'envie. Et quand on regarde, en fait, parce que pour cette année, c'est fini, ils feront une saison complètement ratée. Mais comment dire, quand on voyait le 11 type au début de la saison, on savait quand même que c'était une équipe qui pouvait jouer dans le premier tiers du championnat. Pas le podium selon toi dès le départ ? Non, parce que ça s'est très très mal emmanché dès le départ. On l'a vu en Ligue des Champions, il y avait pas l'envie. Alors après, c'est pareil, je pense qu'on va en reparler. Ils ont été particulièrement touchés par le Covid, par la saison tronquée. Enfin, ça s'est mal emmanché dès le départ. On l'a vu en Ligue des Champions, ils n'ont pas existé. Mais à ce point-là, c'est pas normal. Et par contre, quand on regarde l'effectif, le 11 type, le 11 de base et tout, et finalement, je pense qu'ils vont être pas loin de la 5e place et ils seront à leur place. Voilà. Mais par contre, c'est bien, ils finiront peut-être pas 7e, 8e. Là, tu penses qu'il leur manque encore un peu de profondeur de banc, comme ce qu'on peut voir par exemple il leur manque plein de choses. À Lyon, à Monaco? Du jeu, un peu du fond de jeu. Il leur manque plein de choses. Il leur manque un fond de jeu, un entraîneur, une ambition, un projet. Ils ont un président maintenant. Ils ont un nouveau président. Ouais. On va en reparler dans quelques secondes. Une stat peut-être, l'OM n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs disputés en compétition officielle, 2 victoires et 3 nuls. Ça montre aussi que Nasser Largué, dont on va reparler tout à l'heure, a apporté quelque chose, une nouvelle dynamique dans ce club. Je pense, on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que Nasser Largué a vraiment apporté quelque chose déjà
dans et en dehors du terrain ou même sur le terrain d'ailleurs. Je pense qu'il a apporté de la sérénité, un peu de calme, et ça a fait beaucoup de bien. Ouais. Et ensuite sur le jeu, effectivement, je trouve qu'il a pas mal équilibré les choses. Je trouve qu'on a une équipe plus solide, tu le disais tout à l'heure. Le milieu de terrain fonctionne super bien. En tout cas, les deux travailleurs, Camara et Gay, qui ont un vrai volume de jeu, des vraies courses, il y a du physique. C'est super intéressant, mais après, il manque, je pense, un créateur pour justement être dangereux. T'as pas tout à fait tort. T'as pas tout à fait tort pour Milic, même si je sais pas si tu parles quand tu dis que c'est un grand attaquant, je sais pas si tu parles de sa taille ou de son talent, mais tu t'emballes un peu peut-être. Non, mais là où je te rejoins quand même, c'est que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir devant un attaquant, un point de fixation. Mais du coup après autour de lui, ça manque de beaucoup de choses, quoi. Ça manque de mouvement sur les côtés. Tauvin a été, mais dans l'équipe il a 4 ou 5. Franchement c'est cher payé. Si tu as deux défensifs qui jouent bien comme ça, qui remontent le ballon, et que tu as un grand attaquant en point de fixation, il faut que ça bouge autour de lui, il faut que ça déborde sur les côtés, et c'est ça que t'as pas, quoi. Vous pensez qu'on a un peu perdu Tauvin, qui a en fin de contrat, l'OM ne veut pas prolonger la définition faut s'en aller là. Il faut que quelqu'un le retrouve. Faut qu'un autre club le retrouve, parce qu'effectivement après Tauvin, ça reste un joueur exceptionnel et qui peut avoir une petite baisse de régime et 3 matchs après te faire une fin de saison en boulet de canon. Donc franchement, il faut jamais enterrer Tauvin, parce que c'est un joueur, moi je trouve. Il est pas en grande forme là. Oui, il est pas en grande forme, mais parce qu'il est pas en confiance. Et si t'as un coach, on en parlait tout à l'heure, t'as un coach qui arrive et qui le remet sur les rails et qui lui donne confiance, c'est un mec qui va très vite sur les côtés, qui est vraiment très adroit avec le ballon. Non, mais ça n'a pas été le cas avec Nasser Largué, qui a relancé pas mal de joueurs. Non, mais Nasser Largué, il a fait des choix, des bons choix. Il a fait monter des jeunes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de jeunes à l'OM. Donc, franchement, il a été à la hauteur. Mais après, Nasser Largué, il a l'habitude de parler aux jeunes. C'est un coach qui forme. On va en parler dans quelques secondes, je pense. C'est important de le dire. Je pense qu'il faut quelqu'un qui, maintenant, rentre dans les joueurs de cadre de cet effectif et qui les accompagne pour développer leur jeu et leur redonner confiance. Sheriff, sur Florent Tauvin. Il a quand même tenu un peu l'équipe à bout de bras en début de saison. C'était une longue blessure l'année dernière. Voilà, c'est ça. Il a été très affecté de ne pas avoir été prolongé. En fait, le club est prêt à le prolonger, mais pas selon ses conditions, par rapport à tout ce qu'il a apporté au club. Il y a une petite jalousie avec Payet, mais là, pareil, c'est pas mal sur des considérations contractuelles. Payet a été beaucoup plus choyé, même s'il n'a pas signé à des conditions salariales supérieures. Donc il y a tout. On a étalé sa rémunération sur une longue période. C'est ça. Et le truc, c'est comment dire. Fondamentalement, Tauvin, c'est pas un joueur qui tout au long de sa carrière s'est surpassé à un moment donné au point de vouloir devenir le plus grand, le plus beau, le plus fort, pour parler très vite. Il a eu un échec à l'étranger, donc. On n'a pas vu tout d'un coup. Je pense qu'il a respecté le maillot de Marseille, mais quand on est à Marseille, il faut donner beaucoup plus. Faut donner beaucoup plus. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la direction sportive de l'OM s'est un peu trompée de cheval en misant sur Payet, en tout cas en lui prolongeant, en aménageant son contrat, plutôt que sur Tauvin qui représente un peu plus l'avenir que. Non, mais Tauvin, il a répété. Payet. Ça fait des années qu'il répète qu'il veut aller jouer à l'étranger aussi. Donc, non, mais il y a ça aussi, bien sûr. Voilà, et donc l'OM est dans son rôle, défend ses joueurs. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie dans tout ça. C'est, je suis désolé, c'est Villas-Boas. Il a quand même allumé la mèche à chaque fois sur Tauvin, avec ses engueulades avec Payet dans les vestiaires et tout. Enfin, quand t'as un mec comme Tauvin qui est champion du monde, même s'il a joué 0 match, non mais même s'il a joué, non mais il fait partie d'un groupe. Ça fait un bon mois que Villas-Boas est parti. On aurait pu imaginer que Tauvin allait se relancer. Non mais dans la tête, c'est compliqué pour un joueur de foot comme Florian Tauvin, qui est un super joueur. Encore une fois, je pense que tu l'envoies, on parle souvent de lui à l'Inter ou même dans des équipes à Lyon. À Lyon, il pourrait exploser un mec comme Tauvin parce qu'il serait à sa juste place. T'es dans la théorie, Alex. Demande aux supporters de Marseille. Non, on l'a jamais vu justement. Qu'est-ce qu'il pense de Tauvin? Oui, mais justement, on sait que Marseille, ils peuvent s'amouracher de personnes qui sont très décevantes. Et je crois que Chérif a raison. Ce qui manque vraiment à Tauvin, c'est de se dépouiller, c'est de finir le match avec un maillot en sueur, c'est de dépouiller tout un match. Et ça, il est trop absent. Ce que tu dis, encore une fois, c'est que tu t'appuies sur de la théorie. Oui, foncièrement, intrinsèquement, c'est un bon joueur, Tauvin. Personne ne dit le contraire. Mais voilà, c'est trop. Il y a des creux, il y a trop de creux, et donc c'est très décevant. À Marseille, qui tient l'équipe à bout de bras quand ils sont en finale. Il a rendu des grands services à Marseille, mais à Marseille, quand on va à Marseille, c'est pour finir comme Drogba ou Gignac, c'est-à-dire un bon joueur et qui prend une dimension telle que le gars il emporte l'équipe. Il l'a pas assez porté à mon sens, mais le bilan il est globalement il est bon, il est bon.
Il est bon. Mais moi, je pense qu'il n'est pas allé au bout même de son ambition personnelle. Peut-être qu'il n'a pas envie. Franchement, c'est le genre de joueur qui va aller jouer dans un grand club à l'étranger. Absolument. Il le répète à l'envie chaque année. Il espérait la saison dernière. Mais il va y aller là. Là, il va y aller en fin de saison. Il faut déjà prouver à Marseille. Un mot peut-être sur celui qui a été l'homme du match à Lyon, Paqueta. Ouais, moi, c'est vraiment mon coup de gueule, Paqueta. Hein. Parce que, alors, vous dites tout le monde dit qu'il n'y a pas main, tout ce que vous voulez, mais à la fin, il fait une faute grossière. Il mérite son carton rouge. Alors, il prend un carton jaune. Honnêtement, tu mets un carton rouge sur le tacle qu'il fait. Enfin, sur le deuxième. Sur le deuxième. C'est une semaine. Mais elle est violente. Hein. C'est appuyé, c'est très appuyé. Donc, il fait jaune-orangé, comme aimait dire Stéphane Guy. Il fait pas un bon match hier. Et je vois qu'il est à 5,5 sur mon petit gazon, parce que c'est aussi une référence quand même. Honnêtement, ils sont sympas de lui mettre 5,5 à Paqueta, qui est un joueur, superbe joueur, exceptionnel. Hier, il est pas dans son match. Il est un peu en surchauffe. Ces temps-ci, il n'a pas fait que des grands matchs dernièrement. Non, je crois qu'il est un peu en surchauffe. Ouais. Mais c'est bien, il s'est affirmé dans le groupe lyonnais, mais maintenant, un patron aussi important qu'Aouar, il n'en est pas encore là. Mais c'est bien, mais on l'a présenté comme le leader technique ces dernières semaines de Lyon, même voir le leader un peu moral, il y a beaucoup d'interviews sur lui. Non, ce ne sera pas lui. De lui plutôt. Il y a deux patrons, c'est Aouar et Depay, et lui il est en dessous. Mais c'est bien, c'est une bonne surprise, parce qu'ils étaient à la recherche d'un bon milieu. Ils ont retrouvé Mendes, et Paqueta se révèle. C'est bien, sur l'ensemble de la saison. Mais il n'en est pas encore à avoir les clés du camion, pas encore. Rappelez-vous, au Milan AC, c'était pas il a failli disparaître, donc c'est une bonne surprise. Et il revient, et c'est une très bonne pioche de Juninho. Y compris dans l'équipe du Brésil. Lyon qui a récolté hier son 6e carton rouge, juste un peu derrière Marseille, qui en est à 8 cette saison. Messieurs, vos tops, vos flops, donc j'ai l'impression qu'il y a Paqueta pour Alex. Ouais, enfin, ça c'est un flop, mais on pourrait dire aussi Juninho sur l'arbitrage. Franchement, quel intérêt. Sa sortie à la fin du match, Garcia aussi, Garcia, on a parlé. Oui, mais c'est un entraîneur. Juninho, c'est pas de son niveau. Juninho, c'est aujourd'hui, il prend le rôle. Qu'est-ce qu'ils vont faire la Ligue? On pourrait lui dire avec Lopez. On pourrait lui dire avec Lopez, quand ton gardien il sort tout le temps sur les joueurs et qu'il est jamais sanctionné, on lui dit rien. Et puis il vient pas parler de l'arbitrage. Concernant les joueurs. Pour moi, les tops, on l'a dit, c'est le milieu marseillais, Gay, défensif, Gay et Camara. Ouais. Et en flop, Thauvin, on l'a dit, il était transparent. Et après, Depay et Aouar, je trouvais fantomatique. Kadewere qui est sorti aussi. Mais Aouar, tu en parlais tout à l'heure, là, j'ai l'impression qu'il peine à garder cet impact qu'il avait sur le jeu l'année dernière et même en début de saison. Je sais pas, il a du mal à se relancer. Est-ce qu'il a la tête ailleurs ou est-ce que c'est un coup de moins bien? Est-ce qu'il est juste crevé comme plein de joueurs dont on en parlait tout à l'heure? Mais donc décevant un peu. Les offensifs lyonnais étaient assez décevants hier. Sheriff, Guémour. Pareil pour Benjamin, mais ça devient inquiétant parce que pour Lyon, Depay, c'est pas le premier match non plus. Il est dans... Alors c'est marrant parce que c'est les deux joueurs qui sont susceptibles de partir. Et ils vont très certainement partir parce que là, c'est... après, on verra l'état du marché, mais c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. Lyon veut être champion, c'est maintenant. Et c'est eux, les locomotives. Aouar. Depay. Qui est le meilleur buteur lyonnais. Ouais. On le retrouve plus, c'est un peu quand il veut, et Aouar, c'est pareil. Mais globalement, une fois de plus, c'est une saison très particulière. Avec le Covid, avec le manque d'entraînement. Et en plus, c'est une équipe, Lyon, c'est très particulier parce qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. Donc, ils ont un match par semaine. Il faut se motiver. Ouais, c'est vrai. Dans des stades vides. Ouais, vous pensez qu'il y a un problème de motivation à Lyon? Alors que il y a une usure mentale. Chez tous les joueurs en Europe, actuellement, il y a une usure mentale. Elle peut être prononcée. C'est un peu ce que j'ai... C'est mon explication, par exemple, pour Liverpool. Mais c'est pareil pour le Barça, le Real, pour la Juve aussi. On va vivre 2 saisons très particulières. Il faut bien avoir conscience de ça. Cette saison-là et la saison prochaine. Il n'y a pas de vraie préparation estivale. Il y a beaucoup de compétitions. Il y a l'Euro, les JO, la Coupe du Monde qui va arriver en 2022. Il y a le Covid. Il y a des joueurs qui ont morflé. Moi, je suis déçu par Payet cette saison, mais je suis indulgent. Il a chopé le Covid au pire moment. Ça n'a pas été super grave comme Sambia à Montpellier, mais... Donc voilà, c'est jouer dans des stades vides. L'histoire aussi de fin de cycle, peut-être pour certaines équipes. Il y a beaucoup d'équipes en fin de cycle. Ça, c'est le problème de Lyon aussi. Dans leur irrégularité, je trouve que leur président, qui est Jean-Michel Aulas, qui est un super président depuis 20 ans, sans doute le meilleur président de Ligue 1,
en ne confirmant pas Garcia, enfin en n'annonçant pas de choix, il n'aide pas son équipe. On va en parler dans quelques instants. On termine peut-être. Mais juste sur là où c'est un poil décevant de Garcia, même si je pense qu'il faut absolument le confirmer parce qu'il fait une super saison, il y a aucun doute là-dessus. On peut peut-être lui reprocher de pas agir plus. Il fait confiance à son 11 de départ. Hier, il fait rentrer très tardivement Slimani, qui d'ailleurs quand il rentre, il rentre 3 minutes. Hein, il fait un bon dribble. Il fait assez peu tourner globalement, Garcia. Très peu tourner. Tu sens que c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter du volume de jeu devant, des courses, de la combativité. Slimani le fait très peu jouer. Cherki. Il fait peu jouer les jeunes. Alors certes, j'ai lu cette semaine dans Cacré, il a disparu. Qui expliquerait justement que dans la mesure où on parlera tout à l'heure de cette prolongation ou pas de Rudy Garcia, dans la mesure où il n'a pas reçu des assurances suffisantes de la part de sa direction, qui lui demandait par ailleurs de pousser un certain nombre de jeunes pour les titulariser. Finalement, il considère qu'il est préférable de promouvoir les joueurs d'expérience, ce qui n'est pas forcément toujours le cas à Lyon. On essaye de mélanger, de panacher les joueurs expérimentés et les plus jeunes. Visiblement, Garcia n'en fait presque qu'à sa tête. Ce qui ne plairait pas forcément à la direction. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette. Il a les résultats. Enfin, je veux dire, il peut en faire qu'à sa tête. Ça ne change pas une équipe qui gagne. Jusqu'à présent, ça gagnait. Ouais, mais justement, là où ils ont un coup de moins bien, tu pourrais faire rentrer des joueurs plus tôt dans les matchs. Pour la gestion des matchs, notamment sur la fin, je suis d'accord avec toi. Voilà, sur la gestion des matchs. Mais après, Cacré, il a disparu de la circulation. On ne sait pas pourquoi. Cherki, c'est décevant. Gouiri, il est parti pour ça parce qu'il était barré. Et là, à Nice, il s'éclate. Gouiri s'éclate à Nice. Je suis d'accord. Je me demande si Cherki, ça va pas être un peu pareil. Cacré, n'oublie pas que c'est Garcia qui le révèle. On le voit beaucoup moins depuis le début de la saison. Peut-être, mais en tout cas, il fait ses choix. Il revient du Covid quand même. Ouais, et puis voilà. Cacré, je savais même pas. C'est un coach qui fait ses choix et qui les assume. Moi, ça me choque pas plus que ça. Alors, je comprends parce que dans l'ADN de Lyon, quand même, c'est vrai, t'as quand même beaucoup de joueurs qui viennent du centre de formation et c'est important. C'est le modèle, hein. Ouais. Mais ça va continuer. C'est le modèle du club. Non, mais cette saison, c'est une saison particulière. Là, on parle de Lyon. Je crois que Lyon, ils ont fait 22 saisons. Pratiquement d'affilée avec une Coupe d'Europe. Et c'est un peu leur oxygène parce que ça fait partie de leur ADN maintenant. Ce qui n'est pas le cas de Lille. Lille n'a pas d'ADN européen. Mais Lyon, ça leur pose vraiment problème au niveau de faire tourner. Je me mets à la place de Rudy Garcia. Moi, je joue la sécurité, je mets le 11 de départ. Mais par contre, c'est vrai, en fin de match, il tarde un peu à... Mais de toute façon, par exemple, c'est souvent ce qu'on lui a reproché, Garcia, c'est des fois d'être pas assez réactif rapidement. Il n'est pas game changer. En tout cas, ouais. C'est pas Kovac. Non, tu parlais de son interview dans France Foot que j'ai lu aussi. Je le trouve super. Franchement, il est assez serein sur son accueil. C'est vrai, sur son accueil à l'OL qui a été déplorable, détestable. Il se dit, il n'est pas revanchard, mais il est fier de ce qu'il fait. Il peut parce qu'il a un super bilan. Il est demi-finaliste de la Ligue des Champions et là, il est en course pour le titre. Et je vois que même là, on hésite à le renouveler. Je comprends pas ce coach-là. Il ne sera pas renouvelé. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui fait que ce coach-là comment ça se fait que ce gars-là n'est pas en tête des classements des entraîneurs français? Il a des super résultats partout où il est passé. Pourquoi c'est pas quelqu'un qu'on s'arrache? Je comprends pas. Il a fait tous les clubs français. Parce que oui, mais à chaque fois avec un sentiment comme ça on a Garcia, mais bon, on n'en est pas super fier. C'est insupportable. Est-ce que Jean-Michel Aulas a eu tort? On a lu son interview, c'est la semaine dernière dans l'équipe. Est-ce que Jean-Michel a... Oui, c'est relativement clair. A priori, il ne va pas le prolonger. Est-ce qu'il explique que c'est une ficelle? On a l'impression que c'est une ficelle de management pour le motiver jusqu'au bout et que l'incertitude est payante. Est-ce que, finalement, il a déjà fait son choix Non, il y a deux choses. La première chose, c'est, de toute façon, comment dire, il a été pris par défaut, Rudy Garcia, et dans le mode de fonctionnement de l'OL, il y a toujours, ça c'est personnel à Aulas, évidemment, mettre toujours la pression sur les joueurs, l'exigence de l'excellence et tout ça, et tout qui a fait le succès de Lyon, mais c'est toujours aussi mettre les entraîneurs en insécurité. Il l'a fait avec tout le monde. Ouais, même avec Genesio, à la limite, Genesio, quand le public réclamait sa tête, il l'a maintenu. Mais Aulas n'était pas dupe. Il a bien fait comprendre à Genesio que de toute façon, il sauterait tôt ou tard. Ouais. Et il a sauté. Le Gwen a sauté, ou il a sauté. Puel a sauté. Et Puel a quand même emmené la première fois l'Olympique Lyonnais en demi-finale de... Et là, c'est pareil. Ça fait partie du... Il y a un petit peu du management par la terreur. Mais c'est Aulas. C'est Aulas. Et le successeur de Rudy Garcia, parce qu'on aura... il sera soumis au même régime. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce qui fait aussi l'excellence de Lyon. Attention, c'est la même chose au Real Madrid. Au Real Madrid, on peut gagner la Ligue des Champions et sauter. On le voit bien avec Zidane. On va revenir à l'OM, messieurs. L'OM qui a vécu une semaine assez folle avec l'éviction de la présidence de Jacques-Henri Hérault, remplacé par un homme dont le surnom au début de sa carrière était El Chico de la Play, l'enfant de la PlayStation.
Les joueurs ont besoin de supporters et on doit trouver la façon de travailler tout le monde avec l'unité et le bon état d'esprit parce qu'on doit travailler tous ensemble maintenant. C'était peut-être déjà un tacle à destination de Jacques-Henri Hérault, le propriétaire de l'OM. Franck Macourt est en tout cas lui arrivé tout à l'heure à Marseille. Il a rencontré les groupes de supporters et les dirigeants politiques de la ville. Demain, Macourt accueillera le nouvel entraîneur du club, Jorge, je crois qu'elle se prononce comme ça, Sampaoli, qui arrive demain. Ce nouveau duo Sampaoli-Longoria pour relancer l'OM, est-ce que vous pensez que c'était finalement le meilleur choix, Chérif Guémour? Allez, vas-y. Non, mais l'OM, c'est un club qui m'a toujours fait marrer. Alors, dans le meilleur et dans le pire. Enfin, moi, j'ai 57 ans, j'ai toujours connu Marseille comme ça, toujours. C'est un club volcanique, complètement irrationnel, un club de fada, pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le pire, ça peut être un club qui est au top et qui se retrouve en D2 ou en L2, et ça leur est arrivé. Et puis le meilleur, c'est les épopées européennes. C'est un contexte absolument explosif. Genre même Tapi, il y a laissé sa peau, mine de rien. Et par contre, pour Jacques-Henri Hérault, c'était évidemment gigantesque erreur de casting. C'est depuis le départ. Il était temps. Hein. Non, mais c'est un technocrate. C'est avec son franglais, head of football, OM Project, des trucs comme ça. Ouais, non, mais c'est. Fallait qu'il s'en aille. Mais qui comprend pas qu'il est à Marseille. Et à Marseille, par contre, ça fait partie de la folie. Mais une fois de plus, pour le meilleur et pour le pire, c'est le poids des supporters. Le poids des supporters. Alors, dans le meilleur, c'est l'équipe qui soutient, mais comme aucun club français ne peut être soutenu, hein. Vraiment plus que Marseillais, c'est les meilleurs, mais de très très loin. Pour le pire, mais à la fois pour le meilleur, c'est eux qui mettent l'exigence du respect du maillot sur les joueurs. Et je pense que c'est un droit, mais par moments ça va trop loin. Mais il faut en tenir compte. Et quand Hérault il passe à côté de ça, il comprend pas le poids des supporters. Et qui parle des employés du club marseillais qui sont beaucoup touchés par les défaites, les performances négatives de. C'est ni fait ni à faire. Mais là, le bicamérisme à deux têtes que tu évoquais, la Longoria et Sampaoli, je pense que, enfin, en tout cas, à mon avis, il y a ces deux analyses différentes. Longoria, franchement, il a pris tout le monde de court. En tout cas, moi, j'étais très surpris de sa nomination à la tête de l'OM. 34 ans. Mais plus jeune que Mandanda. Et plus jeune que moi, du coup. En analysant son CV, franchement, le mec est impressionnant. Il a commencé à 21 ans, il était recruteur de Newcastle, il est passé à 24 ans, il était recruteur de l'Atalanta, il est passé par Recreativo où elle va avant l'Atalanta. Et il était directeur sportif de Valence à 31 ans. Le mec, la Juve, c'est quand même assez impressionnant. Début de carrière. J'ai lu pas mal de choses sur lui. Il paraît que c'est quelqu'un qui est un fin connaisseur des matchs. Il a regardé des tonnes et des tonnes de matchs, donc il paraît qu'il a une grosse connaissance technique et tactique. Moi, je trouve que dans sa com, c'est quelqu'un qui, à l'inverse d'Hérault, a compris cet aspect. Il parle au public. Il parle à la folie marseillaise dans sa manière de parler. Il a un gros réseau. Donc finalement, je pense qu'à la tête de l'OM, ça va faire quelque chose. Après, Sampaoli, pour le coup, moi, je ne comprends pas, puisque je pense que c'est ramener du feu sur un volcan. Si on reste encore un petit peu sur Longoria, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il est compétent, tout simplement? Il a une belle carrière depuis une dizaine d'années, mais est-ce que, ceci dit, il est la bonne personne pour présider l'OM du moment? Je pense que oui. Je pense que de toute façon, ça sera jamais pire que Hérault, très honnêtement. Donc oui, je pense que oui. Maintenant, il faut regarder, est-ce qu'il a gagné des titres? Je crois pas. Et moi, j'ai toujours cette fâcheuse tendance à dire que quand tu mets quelqu'un pour diriger un club ou pour entraîner une équipe, et que t'es l'OM, c'est malgré tout, ça reste un club important, et que tu veux gagner des titres, il faut mettre quelqu'un qui connaisse le goût de la victoire et qui sait ce que c'est. Il a bossé pour des bons clubs quand même. Oui, excusez-moi, quel bon club? La Juve. Valence. Attendez, parce que j'ai regardé ça avant de partir. Il a travaillé dans un temps très court à chaque fois. C'est pas Campos. Non, mais c'est pas Campos qui construit avec des vrais groupes, avec des vraies équipes et qui va faire des vrais recrues. Cite-moi un joueur maintenant dont tu te rappelles, c'est Longoria. C'est lui. Sinama Pongol. Sinama Pongol, c'est lui qui l'a amené en Espagne. Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour Sinama Pongol, non, c'est pas un joueur exceptionnel, les amis. D'accord. Non, mais avec les moyens de disposer ce. D'accord. À l'OM, il a eu déjà des résultats. C'est ce qui fait qu'il est là. C'est ce qui fait qu'il est à cette place. Oui, c'est lui qui ramène Milik, qui ramène Lirola. J'allais pas prendre cet exemple. J'allais parler du sens des départs. Oui, Strootman. Non mais tu peux pas faire comme ça. Strootman, ça fait des années qu'il veut pas ici
600 000 € par mois qui savent pas comment le sortir. Il a vendu Sanson à Aston Villa. 17 millions. 17 millions, c'est un beau braquage. Non, je suis d'accord. Et Bounassar au Bayern Munich. 10 millions. 10 millions. Ça, pour moi, c'est des résultats, ouais. Je sais pas s'il aura les épaules. Ouais, moi je suis un peu, voilà. Marseille, il faut être vraiment très 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 costaud. Et il y a une différence entre être en deuxième rideau et être sur le fauteuil de décideur. C'est pas la même chose. C'est le syndrome de la table de poker. C'est la gestion des supporters, gestion aussi des relations avec les pouvoirs publics. C'est un autre métier, peut-être. Et on nous répète à l'envie, mais attendez, il est super bon sur la PlayStation, il est super bon à LFP Manager. Football Manager, c'est là qu'il a fait. Génial, super. Moi aussi, je suis super fort. Et demain, on me propose un club. T'as pas signé à la Juve. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'argent à l'OM. Voilà. Et que McCourt, il n'est pas venu pour. Il a parlé de nouveaux investissements. 80 millions, il parle de 80 millions. Mais quand tu nous dis Milic, qui est un super joueur, et j'en suis convaincu. Non, mais quand tu dis il fait venir Milic, c'est lui qui fait venir Milic. On est en train de se rendre compte que dans le contrat de Milic, il part en mois d'août, les mecs. Donc il fait bien de faire venir des grands joueurs. Mais il faut ficeler le truc. De toute façon, le sujet, à mon avis, c'est pas Longoria ou pas Longoria. Le sujet, c'est McCourt. À mon avis, il y a un modèle de présidence à l'OM qui tient pas. Soit t'es Jean-Michel Aulas, c'est ton club, c'est ton oseille, c'est toi qui décides, il y a pas de problème. Soit t'es Nasser Al-Khelaifi, t'es quelque part l'employé d'une puissance étatique. On peut prendre un contre-exemple à Nantes avec Kita qui met l'argent, ça se passe mal. D'accord, mais c'est son argent, c'est lui qui décide, il assume ses décisions. Bon, après, tu peux pas comparer les moyens et la situation de Nantes de Paris et d'Aulas. Mais c'est ce que je te dis. Paris, Monaco, c'est des fonds qui sont différents de McCourt. Mais c'est ça qu'on lui reproche à McCourt. McCourt, il veut venir, il veut déléguer la présidence à quelqu'un d'autre. À mon avis, aujourd'hui, dans le football, tu peux plus venir et mettre, tu vois, dans cet entre-deux. Soit tu mets l'argent qu'il faut sur la table, et c'est beaucoup d'argent, mais j'ai pas l'impression qu'il veut le faire. Je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, tu vois, non, mais c'est vrai, tu vois, McCourt arrivant, on a l'impression que c'est le roi. Champions Project, mais il met pas l'argent qui va avec. Quand ils nous disent, il y a McCourt qui arrive, on a l'impression que c'est l'événement de l'année. Et ça, c'est dingue. McCourt, il vient à l'OM. Plus de 200 millions, c'est pas. Non, mais d'accord. Non, mais moi, je reproche pas parce que McCourt, il a ramené, il aime le club, je pense sincèrement. Mais quand on nous dit, il vient aujourd'hui, c'est l'événement de l'année à Marseille, c'est-à-dire que le mec, c'est son club, il vient une fois, c'est l'événement de l'année. Mon pote, c'est ça qui est anormal. Faut que tu sois sur la canne tout le temps. Tu penses que le modèle actuel de l'OM avec Franck McCourt qui suit de loin l'Olympique de Marseille depuis Boston n'est pas forcément le plus adapté à la réussite du club? McCourt n'y connaît rien en foot. Donc fondamentalement, quand on parle de président, ou alors il faut apprendre très vite. Il faut avoir le désir d'apprendre. C'était le cas d'Aulas, qui n'était pas vraiment très très super foot au départ, même s'il a l'esprit sportif. Il n'est pas là, il gère le club à distance, mais je crois de toute façon que, actuellement en Europe, il y a une crise de la gouvernance. On va peut-être parler de l'Italie après, mais pendant longtemps, on avait des dynasties, les Agnelli, les Berlusconi, les Moratti en Italie. C'est des grands présidents, mais qui connaissent le foot. Et vraiment, qui connaissent, et c'est des passionnés. Alors, ils ont fait des erreurs, évidemment, comme tout le monde, mais fondamentalement, ils sentent le foot. Ils mouillent le maillot, je suis d'accord. Ils ont un contact avec le public, les supporters. Tapie était comme ça, malgré tous ses défauts. Tapie était comme ça. Il sent le foot, il sent les supporters, il sent le jeu. Et il y a une fois de plus, on peut apprendre aussi, mais il faut vraiment vouloir apprendre. C'est le cas de Aulas, qui a toujours gardé Lacombe et ensuite Houllier comme conseiller, mais toujours en déléguant juste ce qu'il faut pour que le club fonctionne. McCourt, il est américain. Le soccer, on ne dit pas football, lui c'est du soccer et tout. Donc voilà, il y avait peut-être aussi des projets immobiliers, d'autres projets au niveau de la com, ce genre de choses. Mais fondamentalement, quand un président, la crise de gouvernance, on peut parler de Manchester United, qui a perdu de son prestige ces 10 dernières années. Évidemment, quand vous faites venir des Américains qui connaissent rien au foot, qui sont là surtout pour réaliser des opérations, entre guillemets, je ne parle pas d'enrichissement, mais le foot, ça ne les intéresse pas. Donc, alors, ça peut être aussi d'autres clubs comme Liverpool et tout. Si on a un directeur sportif quand même qui arrive à gérer, c'est très bien. Et si on ne l'a pas, ça nous donne Manchester United. À Liverpool ou à Manchester City par exemple, c'est ça, avec un propriétaire qui. À Manchester City quand même, ils ont musclé le board. Ils ont fait venir. C'est une vraie stratégie. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a Guardiola qui a un rôle important. Il y a vraiment une direction du football, c'est vraiment leur priorité. Donc voilà, le foot est leur priorité. C'est pas le cas à Manchester United. Mais ça, c'est important, un président qui connaisse le foot, qui sente le foot. Messieurs, l'instant est des plus sérieux. Et le Bayern, évidemment. L'heure est venue de vous affronter pour la question du soir de Classico. Je la formule, Nasser Largué. Aurait-il dû rester sur le banc de l'OM jusqu'à la fin de la saison? Arrêtez le combat! Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Mais vous allez perdre, les gars. Apollo! Bien, attends.
Je les battrai, le vrai champion. Regarde, ce soir, on est chez nous. On doit prendre les 3 points, les gars. On n'est pas là pour rigoler. Alex, Benjamin, qui veut commencer? Bah, comme tu veux, Benjamin. La parole à la défense. Moi, je suis favorable. Je suis favorable au maintien de Nasser Larguet. Je pense qu'il aurait fallu le maintenir. Pour quelle raison? Pour plusieurs. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il a apporté ce dont l'OM avait grandement besoin, c'est-à-dire du calme, de la sérénité. Il a enlevé cette pression négative qu'il y avait autour de lui, enfin autour d'AVB et du club et de l'équipe à ce moment-là. Il a permis à tout le monde d'apaiser un peu les choses et de repartir un peu plus avec du calme. Après, le bilan comptable. Le bilan comptable de Larguet, il est meilleur que celui d'AVB. Il a une défaite en 7 matchs. Alors certes, il a que 2 victoires, dont une à Auxerre en Coupe de France. Il a 1,5 points par match, ce qui est un peu mieux qu'AVB, c'était 1,3. Donc le bilan est plutôt plus favorable qu'AVB. Et enfin et surtout, il a donné de la place aux jeunes, des jeunes qui étaient complètement invisibles sous l'ère AVB. Je sais pas, AVB, il n'avait pas vu Dieng. Luis Enrique, il le faisait jamais jouer. Au moins, avec Larguet, il rentre un petit peu. Kawi, pareil, Kawi, c'est pas inintéressant. Et Kawi, il a pas joué une minute, je pense, sous AVB. Donc moi, je pense qu'il fallait laisser travailler Larguet au moins jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, tu aurais pu repartir avec un nouveau coach. Encore une fois, un profil, à mon avis, de bâtisseur, quelqu'un qui aurait pu construire comme ça, comme Larguet, en lien étroit avec lui. Je suis pas sûr que Sampaoli soit le bon profil, mais en tout cas, pour répondre à la question de notre présentateur star, je pense que oui, Nasser Larguet aurait dû rester jusqu'à la fin de la saison. Alex. Bah, comme souvent, Benjamin dit n'importe quoi, mais c'est pas très très grave. La première raison pourquoi tu dis n'importe quoi, c'est parce que c'était prévu. C'est son anniversaire, on n'est quand même pas. Oui, c'était hier. C'était mardi dernier. C'était prévu, Benjamin, qu'on allait changer d'entraîneur et que Nasser Larguet était là pour faire l'intérim. Deuxièmement, Nasser Larguet, il fait monter des jeunes et c'est très bien, mais il a peut-être pas cette posture et cette carrière pour pouvoir parler à des stars. Et il y a des stars à l'OM, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Thauvin, Payet, Mandanda, Milic maintenant, ce sont des stars et qui peuvent tirer l'équipe vers le haut. Ensuite, c'est un choix de Longoria de changer d'entraîneur et de ramener Sampaoli. Donc c'est quand même aussi son premier acte de président, de poser son entraîneur et de dire voilà, je viens avec cet homme-là, c'est le mec qui peut vraiment changer l'OM et changer le jeu de l'OM. Et puis je trouve que c'est aussi une formidable vitrine, il reste quelques mois avant la fin de la saison, ils vont s'acheter une vitrine pour dire à des joueurs de très haut niveau, voilà ce qu'on peut faire sans vous, venez jouer dans l'équipe, et ça va pouvoir améliorer le jeu, comme Arturo Vidal. Et enfin, c'est aussi, mais non mais il le veut Vidal, et c'est aussi enfin pour McCourt un enjeu très important de changer de coach. Il n'a pas le time, il est en démonstration, il est en démonstration, il faut absolument qu'il montre aux supporters qu'il aime le club et qu'il ramène des joueurs et des entraîneurs de haut niveau. Merci Alex, la parole est à Chérif Guémour. Bah, la question, c'est est-ce que lui le veut déjà? Il a dit qu'il n'était pas, ça ne le dérangeait pas de revenir à la formation. Ceci dit, il n'a pas dit. Il a tout dit alors. Il a tout dit alors. Non, mais tu as l'impression que l'expérience ne lui plaît pas. Il a l'air d'être heureux à ce poste-là qui est beaucoup plus évidemment exposé. Ça suffit pas. Il faut, au bout d'un moment, faut montrer. Je sais pas comment Flick, quand il a remplacé Kovac au Bayern, je sais pas comment il a réussi à convaincre. Le board, Eunès, Rummenigge, au Bayern de Munich, je ne sais pas. Mais il y a un moment donné, dans l'attitude, dans le discours, dans la façon dont tu prends ton groupe, tu montres que tu as envie d'être le patron. Flick, il aurait pu sauter à la fin de la saison. Bah, écoute, c'est bien et tout. Le problème, c'est qu'il a tout gagné. Donc, on est... Non, mais... Et tu penses que si Marseille avait gagné ses 5 derniers matchs avec Larguet, les choses se seraient passées un peu différemment? Il y a aussi le message qu'il veut faire passer, parce qu'au bout d'un moment, comment dire, moi je pense qu'à son âge, la formation, c'est très bien, il faut qu'il reste à la formation, dans le pire des cas, mais au bout d'un moment, faut savoir si on a encore des ambitions. Moi je pense que la formation, il en a fait le tour à cet âge-là, je veux dire, l'idéal, ce serait soit qu'on lui confie l'équipe première de Marseille, une autre équipe première, ou alors je sais pas, l'équipe de France Espoir, des U19, complètement. Là on en est là. L'équipe de France Espoir des U19, ce serait parfait. Mais pour l'OM, soit il le veut, il manifeste vraiment sa volonté, ses ambitions. Là, ça aurait été intéressant, mais une fois de plus, on vient au point de départ. Il serait très heureux de revenir à la formation. Donc, on ne peut pas lui demander... Donc indirectement, j'ai raison. Parce qu'il y a ce qui se passe avec les joueurs. Si les joueurs ils sentent qu'il y a quelque chose, que le gars il est en train de développer une dynamique, un petit truc qui les pousse au bout, aussi peuvent intervenir. Je pense que c'est ce qui s'est passé au Bayern. À la fois Flick dans son attitude et par l'acceptation des joueurs. Avec une dynamique de résultats aussi très positive. Bien sûr. On va enchaîner avec. Mais t'as pas donné le vainqueur, excuse-moi. C'est Chérif qui donne le vainqueur, c'est pas moi, Chérif. Qui avait raison entre Benjamin et moi? Plus toi. Et ben voilà, le point pour Alex. Mais comment ça s'appelle? Le bilan est bon.
C'est un scandale. Cette émission est un scandale. Le bilan, tu vas avoir raison à la fin de la saison quand Marseille sera 5e. C'est toi qui auras raison. Et quand Sampaoli sera fait virer au bout de 6 mois parce qu'il aura agressé un arbitre. Tu vois. On enchaîne avec les autres matchs de la Liga et on va écouter Kylian Mbappé. Non. Il n'est pas là, Kylian ? Alors Kylian devait être là, mais... Tu ne parles pas d'âge. Vous n'êtes pas content ? Triplé. Alors pas de triplé pour Kylian Mbappé ce week-end, mais un doublé à Dijon, 4-0 pour les Parisiens. Est-ce que vous avez été rassuré par la performance des Parisiens après Dijon, une défaite assez on n'a pas été inquiet, on n'a pas été très inquiet. Non, moi j'étais content de voir Kylian, on est toujours content de le voir marquer, on est toujours content. Moi j'étais super intéressé de voir son petit moment qui a été catché par Canal ou je ne sais qui dans le vestiaire quand il dit les gars on rentre sur le terrain si on leur en met 6 ou 7. Ça c'est intéressant comme mentalité, il a dit c'est un message qu'on envoie aux autres. C'est super, on veut ça, on veut qu'il ait faim comme ça de stats et de victoires. Donc c'est top. On a vu Rafinha, ça faisait longtemps que Pochettino, je crois que c'est la première fois qu'il le met titulaire. Donc c'était intéressant et je crois qu'il fait une passe d'ess. 93 ballons touchés pour Rafinha, 93,3% de passes réussies, une passe d'ess. Mais c'est un super joueur, Rafinha. Moi je trouve que c'est une vraie alternative à une espèce de numéro 10 ou 9,5 ou voilà, parfois on peut mettre Verratti quand Neymar est pas là. Mais Pochettino, il n'avait pas l'air convaincu. Donc là peut-être que ça n'est que Dijon, mais c'est intéressant de le voir. Et Diallo aussi, Diallo a joué à gauche. Et pareil, ça faisait, je l'avais pas beaucoup vu à gauche au PSG. Et c'était pas inintéressant. Il est bon, il avait joué à gauche. Ouais, il avait joué à gauche contre Manchester United. Déjà à Manchester, il avait fait un bon match. Non, mais t'as raison sur tout ce que tu dis. Mbappé, moi j'ai beaucoup aimé parce que d'abord, je trouve que dans le replacement, il fait des efforts que j'avais pas vu depuis longtemps. Où il se met à courir, on sent qu'il est. C'est la patte Pochettino ? Non, mais en tout cas, il a la condition. Il fait ça. Il est beaucoup plus à l'aise. Il a beaucoup bossé physiquement au moment de l'arrivée de ça Pochettino. Se sent, il va vite et puis même il est en confiance. Moi, il m'impressionne toujours ce mec. Il prend un ballon, il te fait, je sais pas ce qu'il te fait dans la surface. Et vraiment, il y a des choses intéressantes. Et Moïskine, on parlait que de lui sur l'aspect physique. On disait il est un peu intéressant, il arrive à se retourner, il est chiant à marquer. Techniquement. Mais il a progressé techniquement, quoi. On l'a vu même contre Barcelone aussi, quand il déborde, il dribble. Il est très intéressant techniquement. Alors j'ai lu dans la presse qui dit Everton, je crois, en a demandé 70 ou 80 millions, donc ça c'est même pas en rêve. Mais il doit en valoir peut-être 20 ou 30. Mais bien 30. Entre 30 et 50, je pense. On a vu les remplaçants habituels du PSG jouer titulaire et faire une bonne prestation. On a parlé de Rafinha, on a parlé de Diallo. Alors j'ai lu aussi que le jeu parisien avait été orienté à gauche à plus de 46%, 43% ce week-end contre Dijon. Est-ce que ce que tu as vu t'a plu ? Oui, globalement, oui. Mais je pense que Pochettino, qui vient d'arriver, je pense qu'il est toujours dans la revue d'effectifs. Donc, par contre, pour les gros matchs, il avait ça, on l'a vu contre le Barça au match aller. Son équipe, il l'avait depuis un petit bout de temps. On va attendre le retour de Neymar quand même, parce qu'il y a des absents, pas n'importe lesquels. Di Maria. Donc, je pense qu'il est en train de faire une revue d'effectifs. Je ne pense pas, par exemple, qu'il soit définitivement fâché avec Rafinha, qu'il ne veuille pas de lui et tout. Je pense que pour certains joueurs, il connaît leur niveau, leur valeur. Et puis maintenant, il fait des essais. Diallo, il le replace à gauche. Il a fait revenir Danilo. Il a relancé Draxler. On a oublié, il a relancé Draxler. Super joueur. Mais quand tu le vois jouer. ça c'est dans la durée. Il va prendre la mesure de l'effectif. C'est ce qu'il y a de plus dur, de toute façon, quand on arrive et tout à chaud comme ça. Donc, il y a l'équipe type, on la connaît à peu près. Son système de jeu, il l'a aussi dans la tête. Maintenant, il est en train de faire tourner sur ces matchs-là. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que la réponse, elle a été positive. Il y a 4-0, c'est sérieux. Il y a aussi Neymar dans le couloir et tout. Dans le couloir, il va aller voir un par un. Pareil. Puis, c'est assez sympa de voir qu'ils sont tous regroupés autour de Danilo, qui est pas mal critiqué. Exact. Il a marqué son premier but avec Paris. Donc voilà, je suis pas entièrement convaincu par Danilo, ça c'est sûr. par son registre et tout ce qu'il faut. C'est assez long. C'est un groupe qui, entre guillemets, vit bien. On va voir par la suite. Tu le sens avec Mbappé qui vit bien ce groupe, parce qu'Mbappé, il est là, on lâche pas les mecs. Si on peut en mettre 6, on en met 6. Il y a Navas aussi. Navas Et Mbappé, il est très intéressant pour moi. Quand tu le vois dans son attitude samedi, tu te dis c'est le futur capitaine du PSG. Honnêtement. S'il reste. Même s'il reste, c'est le futur. Il va avoir Marquinhos pour dire aux joueurs de pas lâcher et tout. Et c'est la première fois que je le vois comme ça aussi concerné. C'est vraiment intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Mbappé et Navas qui à la fin vont vers le petit Michu. Et Diallo aussi. C'est des belles images qu'on a vraiment envie de voir au PSG, une transmission, des jeunes qui sont intégrés. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est la fameuse patte de Pochettino, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut voir. Et après, c'est Dijon. N'oubliez pas que chaque entraîneur étranger qui arrive en France
en général, il se prend une claque dans la gueule par rapport à la L1. Il se fait des idées et tout. En général, ils découvrent tous que c'est un championnat hyper physique, hyper resserré, il n'y a pas d'espace. Même quand ils le savent, je me rappelle, c'est un peu ce qui est arrivé à Jardim. Aussi. Voilà, c'est arrivé à Jardim, c'est arrivé à Bielsa. Même quand ils le savent, parce qu'ils visionnent des matchs avant d'arriver, quand ils sont aux affaires, ils se rendent compte que c'est encore beaucoup plus dur qu'ils ne le pensaient. Alors évidemment, même comme dans n'importe quel championnat, l'équipe la plus faible va te mettre la misère, mais pas à ce point-là au niveau de l'impact physique, au niveau de la réduction des espaces. Donc, il faut gérer avec. Et Pochettino découvre la L1. Après Dijon, Dijon, c'était très faible. Pochettino la connaît un peu, cette Ligue 1. Il a joué cette Ligue 1 il y a bien longtemps. Ça fait longtemps, certes. Quand Pochettino jouait la Ligue 1, regardez, il y a 20 ans, ça jouait... Il y avait encore des bons joueurs... Ils faisaient encore du bon football en France, je vous rappelle, l'équipe de Bordeaux. Il y a Nantes. L'équipe de Monaco. Le début des années 2000, c'est encore des bonnes années du foot français. Je dirais pas le cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Après, c'est Dijon. Dijon, c'est quand même très faible. Ouais, c'est l'équipe que j'aimais bien, moi. Baldé, j'aimais bien. Ekouélé Manga, j'aime bien. Le gardien, j'aime bien. Moi, je trouve que Linares a fait du bon travail. Mais là, malheureusement, j'ai l'impression que c'est le dernier. Le problème, le message positif, le constat positif qu'on peut faire, même si c'est Dijon, absolument, c'est que justement, c'est qu'on reprochait à Paris, c'est de ne pas être à fond sur les petits matchs. Et ça leur a toujours, à mon avis, c'est ce qui explique. Sachant qu'ils ne sont pas forcément à fond sur les grands matchs, ils ont quasiment perdu tous leurs matchs contre les grosses équipes. Alors, il va falloir continuer, il va falloir se réveiller, mais ce genre de match-là, où une fois qu'ils mènent, ils arrêtent de jouer, ça leur a coûté très cher en Coupe d'Europe. Ces 8 dernières saisons, avec n'importe quel entraîneur, avec Ancelotti, avec Blanc, avec Unai Emery, on le voyait dès qu'il y a... Liverpool ne se relâche jamais, le Bayern ne se relâche jamais, la Juve ne se relâche jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne se relâchent jamais. C'est une manière de préparer les grands matchs, contre Dijon ou Angers. Entraînement égale match de championnat égale match de Ligue des Champions. C'est toujours la même intensité. Et on sait tous que Paris, c'est pas le cas du tout. Que ce soit, les matchs de poule qu'ils ont fait en Ligue des Champions, mais comment ils ont pu se mettre dans des difficultés pareilles? Ils n'étaient pas dedans. Voilà. Alors vous parliez toujours entre les deux murs, parce qu'en championnat, ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait. Vous parliez de la préparation à la Ligue des Champions. Un mot peut-être sur Barcelone qui a battu le FC Séville à l'extérieur, 2-0. Dembélé et Messi, homme du match. Beau match de Dembélé, une passe et un but. Koeman qui a expliqué ses choix, notamment en mettant Griezmann sur le banc. Est-ce que vous avez l'impression que finalement Koeman a bien retenu la leçon de la défaite contre Paris, qui va présenter une équipe un peu différente en termes de style de jeu et de système de jeu surtout face à Paris le 10 mars? Alex, je ne veux pas prévoir de quoi que ce soit, mais je pense qu'ils risquent de perdre lourdement au Parc des Princes. Encore une fois? Ouais, je pense. Honnêtement, Paris va être remonté au Parc contre Barcelone. Ils vont leur mettre, si possible, encore 4-0. Et puis franchement, quand tu vois le match, alors c'est intéressant, ça joue bien, c'est Séville. Mais hier, Séville, je sais pas si vous avez vu le match. Ils avaient perdu contre Séville. Mais là, hier, ils jouent pas. Hier, ils ne jouent pas du tout, Séville. C'est-à-dire que Barcelone, Messi est toujours aussi fort, ok, mais Séville ne joue absolument pas. Et moi, je me fais beaucoup de soucis. J'espère qu'il nous écoute pour Griezmann. Certainement. Ouais, mais je me fais beaucoup de soucis pour lui parce que j'adore ce joueur. Et quelle tristesse. Quelle tristesse de le voir dans cette situation-là. Non, mais tu vas pas nous refaire la tirade de Griezmann est fini, ça y est. Non, Griezmann, il était revenu dans le game. Là, il en est ressorti parce que voilà. Mais je t'ai jamais dit Griezmann, on va pas dire qu'il est en train de réussir au Barça, c'est un peu tôt pour le dire. Mais il est dans le jeu, il joue, il a des stats intéressantes aujourd'hui. Koeman a eu des propos assez forts comme ce week-end. Tu peux pas dire qu'il est dans le jeu, il est plus du tout dans le coup. Non, il était plus du tout dans le coup. On n'a jamais été aussi dur avec un joueur que Griezmann à Barcelone. Et depuis, il a montré, alors mis à part là les dernières déclarations de Koeman, ces derniers temps, il a montré qu'il était là. Des buts intéressants. Il y en a un qui paye contre le PSG, c'est Griezmann. Personne d'autre dans l'équipe ne va payer alors que c'est derrière que c'était mauvais. Personne d'autre. C'est pas lui qui fait le plus mauvais match. Mais je suis d'accord. Est-ce que je te dis, c'est le seul à payer contre le PSG. Tout le monde lui rentre dedans gratuitement. Faut qu'il parte de Barcelone. Faut qu'il parte. Mais non. Bah si. Non. Il y a deux Barça. Il y a le Barça en Liga qui finira sur le podium très certainement. Ils peuvent encore être champions. Et puis il y a le Barça en Ligue des Champions. Ils sont pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas l'intensité. Mais tu penses qu'on verra le même Barça que celui qu'on a vu au Camp Nou face à Paris? Alors moi je suis journaliste donc j'ai pas le droit de dire que Paris est qualifié, évidemment. Avec ce qui nous est arrivé en 2017, tous les journalistes, parce qu'on a tous dit que Paris allait pas aller passer, tous. Pas de quartier, pas de pitié. Mais
Non, je ne vois pas le Barça éliminer Paris. Je ne vais pas m'aventurer sur le score, mais de toute façon, comment dire, quand on regarde un peu le foot là, de ces derniers temps, on voit vraiment qu'il y a les grandes machines de guerre qui sont au pressing, où tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est les clubs allemands, avec des fortunes diverses. Hein. Liverpool, l'Atalanta, et puis il y a les équipes qui sont un peu plus en dedans physiquement. C'est le Barça, le Real, la Juve. Et à mon avis, ils ne sont pas adaptés au football d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit football moderne, c'est autre chose. Au football d'aujourd'hui. Même s'ils vont revenir. Je veux dire, quand on regarde, par exemple, Manchester City, c'est fabuleux. Ouais. Mais il n'y a pas que la possession et le jeu porté vers l'avant. Il y a le pressing qu'ils font tout le temps. Et tout le monde fait le pressing, tout le monde participe. Genre, au Barça, il suffit que Messi ne fasse pas le pressing. On trouve ça normal. Non, c'est pas normal dans le football d'aujourd'hui. En Liga, ça va passer, mais en Ligue des Champions, ça passera pas. Donc voilà, ils ont pris 8-2 contre le Bayern, là, 4-1 contre Paris, et ils doivent prendre 4-1. Ça fera 2 fois 4-1, 8-2 en 2 matchs. Ils vont prendre peut-être en 2 matchs qu'ils ont pris en un match avec. T'as raison, c'est vrai, t'as raison. Un mot peut-être aussi sur le contexte politique et des élections pour la présidence du Barça auront lieu dimanche, donc le 7 mars. Et puis on a appris ce matin que la police catalane avait mené une opération au siège du club, une opération qui a ciblé l'ancien président démissionnaire Josep Maria Bartomeu est accusé d'avoir attaqué ses opposants via des faux comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça va aussi compliquer encore les prochains jours sur le plan sportif cette équipe barcelonaise, ce contexte politique extrêmement tendu? C'est bien parce que le contexte pourri, il n'y a pas d'autre mot, le contexte est vraiment pourri parce qu'on n'a pas parlé de l'endettement en plus de l'endettement. Donc c'est bien, c'est déjà, ils ont pu faire tomber les élections beaucoup plus tôt que prévu. Et voilà, ça va être le grand éclaircissement. Le nouveau président. Par contre, le nouveau président, je vois pas. Quand tu vois les promesses de campagne, la marge de manœuvre. Mais justement, quand tu vois les promesses de campagne, c'est honteux, quoi. Ils se foutent de la gueule des gens, quoi. Mais vraiment, moi je trouve ça dégueulasse. Barcelone est en train de faire n'importe quoi. Quand il donnait des leçons à Nasser El Khelaifi, qui se fait insulter quand il va à Barcelone et tout, tu te dis, mais franchement, mais dans quel monde ils vivent les mecs? Ils croient que tout leur est permis, que c'est le club or, légendaire et tout. La pire promesse que tous les candidats font, c'est de dire que le Barça va vite redevenir compétitif, ils vont tout gagner. C'est n'importe quoi. Recruter Haaland, Mbappé, mais vous pensez qu'il va falloir plusieurs années pour qu'on retrouve un Barça compétitif peut-être pas plusieurs années, mais d'abord il y a un passif financier à régler. C'est monstrueux, ça tourne autour du milliard. Avec les dû à des très mauvais choix de recrutement notamment. Bien sûr. Le contrat de Messi qui est peut-être aussi un peu plombé les. Est-ce qu'on rebâtit une équipe avec Messi? À mon sens, non. C'est pas possible. Et le truc, c'est après il y a une identité de jeu, quel entraîneur. Et par contre, c'est intéressant. Je veux dire, au niveau des. Est-ce que Koeman va rester? Moi j'ai des doutes. Mais Laporta parle d'Arteta pour le remplacer. Arteta ou Xavi aussi, il ne faut pas oublier. Xavi, oui, mais Arteta. Voilà. Il a plus d'expérience en tant que coach que Xavi. Non, mais d'accord, mais dans ces cas-là, c'est un vrai pari entre Xavi et Arteta. Oui. Arteta, vous avez vu le jeu d'Arsenal? Enfin, franchement, en fait, ils disent bêtise sur bêtise. Bêtise sur bêtise, je comprends pas, alors que ça reste le Barça, que c'est une institution, c'est un club que tout le monde aime, même si on aime le détester quand on est pour le PSG. Il y a une certaine logique à faire revenir un ancien de la maison. Dans ces cas-là, ok, donc tu joues la Coupe de l'UEFA, tu joues la Ligue des Champions ou quoi? Xavi, il est dans les starting blocks depuis 18 mois, là, et mais pareil, avec quelle équipe on va lui filer? Je pense qu'il a les idées claires et que très très vite, il va remettre l'équipe dans le sens de la marche. Mais c'est toujours le même problème avec ces équipes-là. Le Real, le Barça, le style de jeu, le fond de jeu, c'est très bien. Le spectacle, non, eux, ils veulent des titres. Et ils les veulent tout de suite. Donc, voilà. Rappelez-vous, Zidane, il gagne la Ligue des Champions. C'est fantastique, il en gagne 3 d'affilée. Mais au bout d'un moment, lui, au fait, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas gagné la Liga. Ouais, mais je l'ai quand même déjà gagné. Et il l'a gagné derrière. Hein. Ouais, il l'a gagné derrière. Voilà, le Real, c'est clairement un grand coach. Là aussi, et si le Real nous gagnera cette année? Ouais, clairement, de toute façon, le Real, on va dire, regardez ce qu'il a fait quand même pour le club. Non, ça compte pas. Et au Barça, c'est pareil. Et là, Koeman, il est parti pour gagner que dalle. Mais si on continue, on est très en retard ce soir. On continue notre petit tour d'horizon de la Ligue 1. Un mot peut-être sur Monaco, encore victorieux contre Brest ce week-end, malgré. Monaco, moi, je pense que c'est un candidat très, très, très sérieux au titre. On en parle, à mon avis, moins que Lyon et Lille. Ils sont 4e, à 4 points. Mais ce qui, à mon avis, change beaucoup de choses par rapport aux autres équipes et ce qui change beaucoup de choses par rapport au Monaco du début de saison, c'est la profondeur de banc. Quand tu vois dimanche
les entrants, la qualité. Golovin, Jovetic, Sidibé. Ouais, c'est dingue. Non mais c'est dingue quand même. Diatta, il bouge Diatta bien, qui est un très bon joueur, qui marque, enfin pas Diatta mais Jovetic, Golovin qui pèse sur le jeu, c'est ça à mon avis qui fait la vraie différence. Golovin en 2021 c'est 4 buts et 5 passes décisives. Mais Kovac arrive à créer un groupe qui reste concerné, les entrants sont décisifs et c'est pour ça que je crois. Contrairement à Lyon, où comme on disait tout à l'heure, ils font moins tourner et du coup, ça fait que quand ils rentrent Slimani à 3 minutes de la fin, il va pas faire grand-chose. C'est pour ça la différence, à mon avis. Je pense que Monaco, un candidat très sérieux si le PSG se remet pas d'écart rapidement. Ouais. Et puis en plus, ils sont franchement très chanceux. Et il faut toujours de la chance pour un champion. Et la provoque. Oui, non mais d'accord, mais ils sont chanceux parce que 75e minute, ils ratent un penalty de Ben Yedder avant et tout, ils lâchent rien. Ils lâchent rien. Larsonneur fait un match exceptionnel. Larsonneur fait un match magnifique et ils arrivent quand même. Et Brest est malchanceux sur ce match d'ailleurs. Brest, j'adore cette équipe. J'adore cette équipe. Ils s'arrachent, ils jouent au foot. Donc non, c'est hyper cool. Ils auraient dû s'arracher un peu plus parce que. Pour revenir à Monaco, pareil. Là, de toute façon, ce qu'il y a de super pour un entraîneur, c'est quand tu as l'adhésion du groupe. Là maintenant, parce qu'au début, il y a un train qui part. Donc il y a des joueurs qui sont un peu dubitatifs, qui jouent pas, il y en a qui partent, qui sont dans un sens de... Et tout d'un coup, Monaco, ils ont chopé le bon wagon. Et là, le train, il est parti pour l'aventure. Ils sont tous dans le train. Ils visent le titre, là vous pensez qu'ils le visent? C'est un objectif? Alors, c'est toujours sur la valeur pure. Paris sera champion sur la valeur pure. C'est-à-dire qu'ils vont gagner tous leurs matchs, ils vont être champions. Sur leur valeur pure, normalement, ils devraient déjà être champions. C'est pas le cas cette année. Donc, ça offre des perspectives. Monaco, à chaque match, ils passent des tests. Tel grand club et tout ça, ils sont venus gagner au parc et tout. On dit, là, on va voir ce qu'ils veulent. Ils ont gagné. Là, ils jouent Strasbourg. À mon avis, une grosse équipe. C'est vraiment test, ça va être un test. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils avancent bien, c'est que maintenant ils prennent plus de buts. Parce qu'avant, Monaco, c'est l'équipe qui marquait beaucoup. Je crois qu'à un moment donné, la 14e défense, c'est épouvantable. Ils défendent très très mal. Or là, ça a resserré derrière. Donc, les tests qui passent et les temps de passage, ils ont une dynamique. Je pense qu'en talent pur, je pense que Paris est au-dessus. Je pense que si Lyon se remet à jouer la grosse machine un peu qu'on a vu quand ils ont aligné les victoires, je pense que c'est encore au-dessus. Mais la vraie dynamique, c'est Monaco qui l'a. L'autre info du jour, c'est la démission de Julien Stéphan à Rennes après une nouvelle défaite des Rennais à Nice de Buzyn. Rennes a perdu ses 3 derniers matchs de Ligue 1, sa pire série dans la Ligue depuis septembre 2018. Est-ce que vous vous attendiez à ce coup de théâtre à Rennes? Il démissionne. Il démissionne. Enfin, d'ailleurs, on y reviendra quand on aura notre point juridique, mais la démission, ça n'existe pas pour les sportifs professionnels qui sont en CDD, mais je fais un teasing pour une future émission. Tu notes, bon. Non, mais d'un point de vue footballistique, malheureusement, je crois que c'était devenu inévitable. Les stats sont très très mauvaises. Il y a une victoire pour Rennes en 2021. Ils sont 9e. Moi, je crois que c'est la Ligue des Champions qui les a tués. Qui les a tués mentalement? C'est pas la Ligue des Champions, c'est la qualification en Ligue des Champions qui les a tués. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, le fait de la jouer, c'était trop pour eux. Ouais. Et comme il dit je sais plus où j'ai lu ça, mais ça a montré tout de suite les faiblesses de l'équipe, quoi. Le gardien qui était pas prêt, Gomis, Da Silva derrière, devant des recrues, Doku. Voilà, mais devant t'as 50 millions pour Doku, Terrier et Guirassy. Et c'est combien de buts? C'est 8 buts. Les 3 à 50 millions. Donc c'est un gros échec. Mais il faut lui rendre hommage quand même. Il a ramené une Coupe de France. Ça fait 40 ans qu'ils n'avaient pas gagné de trophée. Il les a ramenés en Ligue des Champions. Alors soit sur une saison, c'est vrai, un peu tronquée. Le match de samedi, il est un peu cruel en plus parce que l'arbitre fait quand même une grosse faute d'arbitrage sur Doku à un moment donné. Il y a faute, il part tout seul au but, Doku. Kamavinga qui est moins bien depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais oui, mais bon, ça c'est normal. Il était très jeune, il a explosé, puis il va retrouver son rythme tranquillement. Moi, je trouve ça un peu dommage, comme ça, en mois de mars plutôt, de renvoyer Stéphan. Je pense que fallait le laisser terminer la saison. Mais de toute façon, je sais plus où je lisais ça. On disait pour être un grand coach, il faut se faire virer d'un club quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre. Bon, voilà, ça lui est arrivé. Je pense qu'il va rebondir très vite. Il y a de la place maintenant. Chérif, tu penses à qui pour lui succéder? On parle de Gourvenec notamment. Est-ce que Genesio aussi, j'ai vu. Genesio, oui. Genesio, ça sera intéressant. Gourvenec, il a trouvé une carrière en dents de scie avec des trous dans son CV, comme on dit. J'aime beaucoup, je l'ai interviewé, donc c'est quelqu'un qui a des idées sur le foot. Il a été très bon à Guingamp. Rennes... Non, je pense que de gros problèmes notamment défensifs. Mais après, objectivement, on met à part le cas personnel de Julien Stéphan. Le gardien est moyen.
La défense, elle n'est pas extraordinaire. Da Silva, j'aime beaucoup. Il a rendu des grands services au club. Mais bon, Da Silva, c'est Da Silva. Il n'y a pas de créativité au milieu de terrain. Je veux dire, Nzonzi, Kamavinga, j'aime bien, mais c'est pas des créateurs. Bourigeau limité. Grenier, Grenier, c'est une fin en pente douce, tout simplement. Ouais. Il a été bon, il ne le sera plus. Et puis devant, il n'y a pas les attaquants qu'il faut pour marquer. Ouais, il y avait Niang, il y a l'épisode de Niang, il part, il reste. Ça l'a flingué. Guirassy n'est pas à la hauteur. Il n'est pas mauvais, mais alors. Quand vous prenez ligne par ligne, ça fait une équipe moyenne. Ils finiront quoi ? Ils finiront 7e, 8e, ils seront à leur place. Messieurs, on termine avec notre traditionnel tour d'Europe. On va commencer avec la première ligue. Nul, là aussi un peu décevant entre Chelsea. Ça va bien le mot de nul. C'était nul. Entre Chelsea et Manchester United 0-0. Man U est deuxième à 12 points de City. 4e clean sheet pour l'équipe de Chelsea. Tuchel qui réussit de bon début, mais qui n'est pas parvenu à vaincre l'équipe de Solskjaer, Benjamin. Ouais, donc c'était un match clairement fermé. Les deux équipes se sont maîtrisées, mais je pense que ça ne doit pas occulter le bon bilan de Tuchel et son arrivée, qui a un superbe écho dans la presse anglaise. On le décrit comme un fin tacticien, ce qu'il est d'ailleurs, je crois. Et voilà. Alors là, sur ce match-là, c'était assez fermé, mais je crois que Chelsea est dans une bonne dynamique grâce à l'arrivée de Tuchel. Il leur manque un tueur devant pour faire la différence. Il a relancé Giroud qui marque un but exceptionnel dans la Ligue des Champions contre l'Atlético. Même ça, c'était un match bien nul aussi d'ailleurs. C'était une belle purge, mais il a relancé Giroud, donc c'est plutôt bien. Mais après, en Angleterre, ce qui est marquant, c'est aussi le retour de notre ami Gareth Bale. À Tottenham. Ça, c'est intéressant. J'ai lu qu'il gagne quand même 700 000 € par semaine. Bon, je sais pas s'il vaut 700 000 € par semaine. Bon, toi tu les gagnes par mois, mais en tout cas par semaine, c'est costaud. C'est pas mal. Sheriff, à la fois sur ce match entre Chelsea et Manchester, et peut-être aussi sur Gareth Bale. Les City a fait le trou. Il y a de la qualité partout. Tout est top. Le 11 titulaire, les remplaçants, le fond de jeu, tout. Le reste, c'est très moyen. Enfin, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des grandes équipes. Avant, quand on parlait du Big Four en Angleterre, c'était le Big Four. Liverpool, United, Arsenal et Chelsea. Ça, c'est à peu près fin des années 2000, début des années 2000. Il y avait un vrai... On est passé à un Big Six, et puis là, pour moi, il y a un Big One. Hein. Puis après, non, mais les autres sont très loin, je veux dire. Mais dès que tu as un match entre leaders, c'est une purge en Angleterre. City a 8 points d'avance sur United. On l'a vu. Après, Manchester United, c'est plutôt pas mal avec Fernandes. Ça ressemble à quelque chose. Pogba n'est pas là, malheureusement. C'est pas nul, mais c'est pas extraordinaire. J'ai cru à Leicester à un moment, parce que c'est vraiment le trouble fait parfait. Puis en fait, ils font une semaine pourrie en Europa League. Et puis après, pour le reste, Chelsea, alors pareil, je pense que Tuchel fait un tour d'horizon. Il essaye tout le monde. Pulisic. Moi, je lui en veux à Tuchel, là, quand même. Sur Kanté. Sur Kanté, je lui en veux parce que. De pas l'avoir. Non, mais je sais pas, il commence plus sur le banc que sur le terrain, Kanté, depuis qu'il est arrivé. Faudra voir sur la durée. Hier, tu vois le match, Kanté, il fait jouer que derrière. Il passe que par l'arrière, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Or c'est pas l'ADN de Kanté. Il se passe quelque chose. Il se projette. Ouais, normalement, il se projette tout le temps. Et là, il vient aussi d'arriver. Mais tu connais mon amour pour Tuchel. Non, mais c'est un très bon entraîneur. Tuchel, il a eu la patte. C'est la patte Tuchel. Il a switché en 3 semaines. Il a switché en 3 semaines. Il part du PSG au Chelsea. Messieurs, c'est... Vas-y, Chérif, je t'en prie. Non, mais pour l'instant, c'est bon. Mais c'est pas facile non plus d'arriver en Première Ligue et coacher une grosse équipe comme Chelsea. Et il s'en sort pas mal. C'est déjà la fin de Classico. Chérif Guimond, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Likez, partagez, commentez tout de suite. Important. La soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. À lundi prochain.